Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cet épisode de podcast avec Romaric Bados qui va nous parler aujourd'hui du Tao. Une philosophie, une culture, une définition qui sera la sienne aujourd'hui et qui va nous permettre de comprendre un petit peu aussi le lien avec le flow et le lien avec la vie en général, comment ça va pouvoir nous aider et nous éclairer. Donc merci Romaric d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter à tout le monde, s'il te plaît? Salut Lilian. Déjà, je suis super content d'être là pour pouvoir échanger avec toi. À chaque fois, c'est un vrai plaisir d'échanger. Donc, voilà. Me présenter, je sais pas, peut-être que ça va venir au fur et à mesure de l'interview. Je suis thérapeute en Bourgogne depuis plus de 20 ans, ostéopathe de formation initiale et après, je me suis intéressé très rapidement à la médecine traditionnelle chinoise que j'étudie voilà, depuis que je suis installé en tant que thérapeute. Dans la vie, je suis papa de 4 enfants, ce qui impacte quand même beaucoup de choses. Voilà. Après, j'ai beaucoup. C'est difficile de se présenter et savoir quelle partie de soi on a envie de montrer. Euh, on va voir. On va voir au fur et à mesure des questions, ce Ouais, qui est on va pertinent. voir. Exactement, ouais. Exactement. C'est vrai que c'est toujours la question et à chaque fois souvent quand j'ai commencé une interview, c'est un peu la question, se présenter et définir qui on est en fait. Mais définir qui on est, il y a tellement de facettes d'une certaine manière, à tellement de dimensions différentes que souvent on passe par on va dire, la facette la plus simple à partager. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en détail, en profondeur justement, dans qu'est-ce qu'on peut définir comme être, qu'est-ce qu'on est, cette identité, c'est les croyances qui sont autour de ça. Euh, et, euh, et on va parler surtout du Tao, donc on va y aller directement, évidemment, on y est déjà. Est-ce que tu peux si tu devais nous définir le Tao, aller en quelques mots, en tout cas, celle qui devient aujourd'hui, cette définition qui deviendra aujourd'hui, parce que comme tu vas pouvoir nous le dire et comme on va le voir aujourd'hui, le Tao, c'est extrêmement vaste, c'est infini même, puisque c'est la vie. Mais est-ce que tu voudrais nous partager une première introduction ou une première phrase ou une première définition avec nous? Tu commences par la plus longue, donc c'est génial. Dans le Tao Te Ching, qui est un des trois grands livres de référence du taoïsme, la première phrase, c'est le Tao dont on parle n'est pas le véritable Tao. Le nom dont on prononce le nom n'est pas le nom éternel. Donc, définir le Tao, si les plus grands taoïstes n'ont pas réussi à le définir, je vais pas me risquer à le faire. Euh, Après, la question, on reviendra aussi sur la première qui je suis. On peut peut-être essayer de définir le taoïsme. Le taoïsme, c'est une méthode d'étude de soi-même. C'est issu d'un chamanisme primordial qui permet de décrire comment essayer de se rapprocher du Tao. Et la troisième question, du coup, c'est qui parle? Qui est celui qui essaye de définir et le taoïsme et le Tao? Voilà, donc c'est le Tao, on pourrait dire que dans certaines traditions, on appelle ça Dieu, on peut appeler ça l'univers, la vie, l'amour. Voilà, c'est ce vers quoi on doit tendre au cours de notre existence sous la forme humaine. Ça te va en quelques Magnifique. mots? Ouais, en quelques mots, ça donne des exemples. J'ai commencé à noter justement pour qu'on puisse revenir un peu sur ce sommaire finalement que tu nous as proposé pour cette discussion aujourd'hui. Euh, et, euh, et peut-être que je vais pas commencer par la question de la conscience, mais c'est super intéressant ça. C'est en fait cette espèce euh,
de choses qui est incroyable, de la conscience de soi, la conscience de la vie en soi, et en même temps qu'il y a une forme certains appellent ça une forme de schizophrénie, parce qu'en fait, qui sait qui a conscience de soi, en fait. Euh, c'est Lilian qui pense à Lilian, mais en fait, du coup, c'est pas possible. Il y en a qu'un, et en même temps, il y en a pas. Et enfin, ça, c'est complètement, c'est complètement fascinant pour moi de me poser cette question-là. Et la question on peut peut-être commencer par ça, enfin, continuer avec ça. Mais la question de la conscience et le placement par exemple, de la personnalité, de l'ego, de la conscience de soi dans la vision du Tao, peut-être qui est fondamentale pour évoluer avec plus d'harmonie et dans cet état-là. Alors ça, c'est très intéressant et je pense que c'est la base du truc. Hem, Comment définir ça? Les taoïstes, ils décrivent 2 parties dans la vie, 2 grandes parties. Heu, la première partie de la vie, c'est avant la prise de conscience, où on vit dans une, vision matérialiste de la vie, limite où on se perçoit comme étant notre propre corps. On s'identifie à notre corps jusqu'à la prise de conscience que nous sommes plus que cela. Et là, on bascule dans la deuxième partie de la vie, c'est à partir de la prise de conscience, et tout l'enjeu de l'existence, c'est le développement de la conscience. Donc, les taoïstes décrivent, on serait issu d'une conscience universelle, qu'on appelle le Tao, et cette graine de vie, cette graine de conscience s'incarne dans la matière pour faire des expériences. Donc, le tout, le Tao, le un, qui est infini, comme tu le disais tout à l'heure, n'a pas conscience de lui-même. Donc, pour développer cette conscience de lui-même, il a besoin d'un miroir et l'expérimentation de la dualité, donc du deux. En s'incarnant dans la matière, le Tao, la conscience, permet justement d'expérimenter la dualité, donc un début, une fin, un extérieur, un intérieur, moi, les autres. Voilà. Donc, c'est l'enjeu de la vie. En s'incarnant dans la matière qui est limitée, où on a des limites, on passe de quelque chose qui est infini à quelque chose qui est limité, on va expérimenter cette dualité. Et de cette dualité va naître plus de conscience. Le tout étant, quand on retourne au Tao, c'est-à-dire quand on quitte notre corps, ce qu'on appelle chez nous la mort, euh, cette conscience est grandie. Donc on arrive un petit peu sur un paradoxe, ce qui est toujours bon signe, c'est que quelque chose qui est infini va s'incarner dans un monde fini pour grandir. Voilà. L'idée, c'est ça. Et c'est dans dans ce frottement, en fait, dans cette différence, euh, comme le frottement de deux silex entre eux, que va jaillir l'étincelle qui va permettre d'augmenter la conscience. Donc c'est toujours dans un rapport à l'autre, dans cette culture de la différence que naît et croît la conscience. Voilà. Si on peut définir un objectif à l'incarnation, à la vie sur Terre, dans le monde manifesté. Magnifique, ça me fait penser à la phrase, enfin, ou en tout cas aux deux mots ou trois mots qui disent l'unité dans la diversité. Euh, c'est ce paradoxe d'une certaine manière qui nous est auquel on est très sensible quand on est justement dans cette perception où, ok, on sait qu'on a vécu dans cette première partie de la vie, on va dire, selon ce que tu as mentionné tout à l'heure, où on était complètement identifié à ce corps et cette personnalité, et qu'on commence à s'ouvrir, à dire, ok, il y a autre chose, quelque chose de beaucoup plus vaste dans le rapport aux autres, mais aussi ensuite dans le rapport à la nature, puis ensuite dans le rapport à quelque chose d'immatériel qui est infini, de l'ordre de l'infini, qui est indicible, etc.
Et du coup, on fait l'expérience euh, d'un autre état, et c'est cet état naturel du Tao où il n'y a plus rien qui existe de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut mentionner, etc. Et ça, j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est vraiment la définition du flow. C'est pour moi fascinant et super excitant parce que le flow m'a permis et on en parlera peut-être après, on en a parlé en préparant ce podcast, mais de cultiver la foi, de dire que j'avais la foi en quelque chose qui ne m'était pas accessible avant puisque je n'avais pas des valeurs religieuses, on va dire, tout simplement, où souvent on emploie le mot foi, mais de croire justement dans cette état d'être où en fait je ne peux pas décrire, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est à la fois hyper riche mais tellement simple et qui représente les meilleurs moments de nos vies globalement. Et quand on y pense, c'est dingue parce que c'est les moments où en fait, on arrête de penser, on arrête d'avoir des désirs, on arrête d'avoir des peurs, etc. Plutôt que d'avoir plus, en fait, c'est là où on revient à avoir beaucoup moins. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler par rapport à ton expérience du Tao et enfin ta connaissance du Tao puis ton expérience du Tao par rapport à ces états-là qui nous rapprochent de l'état du Tao justement? Euh, alors, avant d'aller à ça, je vais faire un petit détour pour expliquer ce que c'est que l'ego peut-être définir le mental. Mhm. Comme ça, on aura une définition commune de savoir ce sur quoi on s'appuie. Euh, Quand l'esprit, donc la conscience, s'incarne dans la matière, il y a une partie de cette conscience, de cet esprit, qu'on appelle Shen en chinois, ça s'écrit S-H-E-N, la conscience, qui va se différencier et qui va être dévolue à la survie du corps. Et cette partie de la conscience, on appelle ça l'ego. Cet ego, donc, son utilité première, c'est la survie. Il est basé sur une émotion qui s'appelle la peur. Donc, ce dont j'ai peur, c'est ce qui peut passiblement entraver ma survie. Cet ego va utiliser un outil qui s'appelle le mental. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui va surdévelopper notre ego. Donc notre ego finit par prendre toute la place et on finit par oublier notre nature originelle. Et notre ego fait qu'on finit par s'identifier à notre corps. Ce qui se passe avec la prise de conscience du fait spirituel. Tout à l'heure, tu as utilisé le terme religion, mais je pense que ce n'était pas le terme que tu voulais utiliser, mais je pense le terme de spiritualité plutôt. C'est-à-dire la prise de conscience du fait spirituel. Et ça, c'est le basculement dans la deuxième partie de la vie. Euh, et ça, on ne peut pas l'imposer. C'est quelque chose qu'on va vivre intérieurement. Tout le travail ensuite va être de diminuer cet ego qui prend toute la place pour faire émerger la conscience originelle, qui elle était toute, on va dire, ratatinée dans un coin et qui parfois nous envoyait des informations qu'on n'avait pas spécialement envie d'entendre. Parce que l'ego, quand il a pris le pouvoir, il n'a plus vraiment envie de le lâcher, en fait. Donc, voilà, comme ça, on sait à peu près de quoi on parle et on va pouvoir utiliser des termes communs. Euh, pour ce qui est de l'état de flow, je pense que c'est la connexion, en fait, à cette nature originelle qu'on appelle la conscience. Comment on y arrive? Je pense que c'est ce qu'on va essayer de développer au cours de notre échange maintenant. Voilà. Ça te Ouais, va? ça me va, c'est super de partir de cette base qu'on pourra peut-être appeler le jeu de la vie, de cette alternance justement entre l'identification, l'identité en fait qu'on a de l'ego
qui n'est absolument pas, qui est là pour nous protéger, mais qui n'est pas quelque chose qu'il faut voir comme uniquement négatif. C'est justement, c'est quelque chose qui nous permet en fait de faire l'expérience de cette incarnation notamment, et des règles, on va dire, et des normes dans ce jeu-là, et qui permet à la conscience de justement d'expérimenter quelque chose qui est considéré quand même comme extraordinaire, cette incarnation ici en tant qu'être humain, qui est absolument le summum finalement. Enfin, j'aime bien le voir comme ça, mais c'est honorer vraiment pleinement la vie, que d'honorer aussi cet ego et ces parts de ces peurs-là, mais de trouver peut-être l'équilibre, l'alternance entre l'état naturel du Tao, où justement on sort de soi pendant un instant ou plusieurs instants, et puis après, retourner à l'ego avec peut-être des informations, avec des choses qui vont le faire évoluer, et diminuer son influence, et diminuer les peurs, et diminuer peut-être les moments où on se sent perdu à l'intérieur de ça, et sans opportunité, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce jeu un peu justement pour commencer à définir tout ça, quoi? Donc, on a cet ego qui fonctionne avec la peur, euh, et quelque part qui est en opposition avec notre nature originelle, qui, elle, est basée sur l'amour. Euh, il y a, donc oui, l'ego n'est pas mauvais, par définition, puisque par définition, c'est lui qui gère notre survie. Et si on n'avait plus d'ego, notre survie est grandement en danger. On peut expérimenter ça et voir ça chez des grands méditants. Des gens qui vont méditer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, où ils mettent complètement leur ego de côté, mais du coup, corporellement, ils sont en danger. Donc, ils sont obligés d'avoir ce qui en général, c'est des disciples ou des personnes qui restent près du corps pour protéger le corps, ben, pour pas se faire manger par un, un loup, des fourmis Ouais, ou ouais. je sais quoi, parce que justement, potentiellement, on est en danger. Donc l'ego, il faut pas lui faire la guerre, il faut pas le détruire. Par contre, il faut prendre conscience de ce qu'il est. Euh, Cet ego qui gère notre survie, il a plusieurs natures, plusieurs sources. Euh, Déjà, vu qu'il est lié au corps, il a des priorités qui sont liées à notre survie, et en partie par la génétique, par exemple. C'est-à-dire que notre génétique, elle est définie par nos ancêtres, donc qui vont, nos deux parents, père et mère, qui vont échanger leurs gamètes et, euh, et faire grandir un corps dans lequel notre esprit vient s'incarner. De là arrive tout un tas de choses qui sont liées au corps. Euh, le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de se reproduire. Il a des désirs qui sont liés au sens. Il a des instincts qui sont liés euh, à la survie, euh, à la reproduction, etc., etc. Et tout ça va venir impacter l'ego. Et c'est intéressant de prendre conscience de ça. Et en fait, le taoïsme, quand on dit que c'est une étude de soi-même, c'est venir prendre conscience de tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui est en jeu en moi? Certes, il y a la conscience, mais cette conscience, elle est aussi impactée par notre expérimentation corporelle. Voilà, donc quand on rentre dans le Tao et qu'on se forme au taoïsme, c'est aussi venir prendre conscience de tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, on va utiliser pour ça des techniques qui peuvent être des techniques
travailler sur la respiration, sur sa souplesse corporelle, sur son alimentation, sur l'auto-observation, etc. Et à certains moments, on va pouvoir, quand on quitte notre moi égoïste, pouvoir toucher au soi, donc à notre nature originelle. Et quand on touche cette chose-là, c'est un état très confortable, très agréable, que tu peux qualifier comme étant le flow. Et bah, c'est vraiment très intéressant de parler des différents, on va dire, peut-être de ce qui a vraiment très important et ce dont on peut parler finalement, parce que cette personnalité, cet ego justement, qui nous fait souffrir quand même beaucoup, qui crée des désirs qui sont liés, comme tu l'as dit, à la génétique, mais aussi à des conditionnements dans la vie depuis qu'on est né, parce qu'on nous a dit et nous a appris qu'il fallait avoir ce désir-là ou avoir ça, ou alors qu'il fallait passer par autant d'années de travail pour acquérir ça dans le futur qui va me rendre heureux, etc., etc. Peu importe ce qu'on nous a, quelle que soit la culture, mais on a plutôt une culture commune vu qu'on est né dans ce pays et dans cette partie du monde. Et du coup, c'est super intéressant de comprendre ça et de comprendre le mécanisme pour pouvoir prendre conscience, comme tu l'as dit, et pour tout simplement prendre la décision finalement qui peut être une décision qui prend des années, on va dire, à grandir, mais qui à un moment donné, on dit, OK, ça, c'est terminé, j'ai pris conscience de ce schéma-là ou de cette personnalité ou de ce Lilian, cette personne Lilian enfin, cette partie se mettait dans la victime, et là, j'arrête et je m'ouvre à autre chose. Et là, c'est le grand saut dans l'inconnu, mais en même temps, la magie de j'ai honoré pleinement qui j'étais, je me suis pleinement pardonné, je me suis donné l'amour qui me permet de... Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce processus qui est pour moi fondamental, qui est magique, magnifique, qui est plus important finalement que pratique, peut-être la chose la plus importante justement quand on arrive à s'identifier, à s'honorer pleinement dans les plus grandes parts d'ombre et à dire ok maintenant j'ai vu ça et je vais être vigilant chaque jour si ça revient, ok j'aurai toujours ça en moi, de me dire ok et même de se dire que c'est ce qui nous fait grandir le plus, c'est notre mission dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait, c'est grâce à ça qu'on a cette énergie, cette passion de faire ce qu'on fait par exemple, c'est grâce à ce qui nous paraissait avant être le plus dur et le plus dramatique. Est-ce que ça te Ce qui est, parle, ça? ouais, ouais, ça me parle complètement. C'est pour ça que quand on avait préparé cet échange, tu m'avais demandé d'écrire un parcours. Et Ouais. quand on décrit un parcours, souvent on va décrire les maîtres avec qui on a travaillé, les enseignements qu'on a reçus. Mais finalement, tout ça, ce n'est qu'une notice pour apprendre à utiliser quelque chose. Et ça n'a rien à voir finalement avec ce qui va ressortir de l'utilisation qu'on va en avoir. C'est-à-dire que on peut ne faire que potasser des notices et ne pas avancer. Vivre enfermé dans une bibliothèque et ne faire qu'étudier. Alors que le but, c'est d'expérimenter. Le Tao, l'idéogramme de départ, c'est d'écrire un mouvement. Le Tao, c'est la voie. Euh, C'est-à-dire que c'est le chemin sur lequel on est. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est cette notion de mouvement, de transformation. Ce qui est intéressant, c'est comment je vais développer la conscience que j'ai déjà de moi-même et du coup de l'univers. Les taoïstes ont passé énormément de temps, euh, c'est des siècles et des millénaires, à observer le fonctionnement de l'univers. Ils en ont décrit des grandes lois de fonctionnement. Euh, et ils se sont rendus compte que l'homme, microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire petit univers dans le grand univers, était soumis à ces mêmes lois. Euh,
L'idée, c'est de réussir à retrouver ce mouvement-là à l'intérieur de nous. C'est-à-dire trouver recréer cette transformation intérieure pour accéder à qui on est. C'est-à-dire passer du moi, mon petit moi, mon ego, au soi, c'est-à-dire à la conscience de notre réalité ultime. Et ces prises de conscience qui permettent en fait des étapes, ces transformations, elles se font en général dans la souffrance. Euh, Parce qu'on on va prendre conscience de nos nœuds intérieurs, de nos croyances limitantes. Euh, et on les fait exploser. Alors quand je dis on, c'est pas je les fais exploser. C'est en général la vie nous amène ça. Le Tao nous amène ça, nous amène des épreuves pour venir voir nos nœuds intérieurs, voir là où on se limite et on reste bloqué dans cette dualité. Et ce qui est sûr, c'est que ben, ça se fait par à-coups, ça se fait par prise de conscience successive. Et ces prises de conscience, elles sont par définition malheureusement toujours douloureuses. Donc quand on prend l'habitude de ces prises de conscience, c'est censé durer de moins en moins longtemps. Euh, mais c'est le seul mode de transformation qui existe, malheureusement. Alors, soit on attend beaucoup, euh, c'est-à-dire qu'on on ferme nos œillères et puis quand ça explose, ben, ça fait très très mal. Euh, Ça peut être un accident, des maladies, des ruptures, etc. En fait, ça vient juste montrer la dureté du nœud. Plus le fait de le défaire est douloureux et compliqué, plus ça montre que on avait quelque chose qui était vraiment cimenté. Hein, si on veut, pour qu'une explosion soit forte, c'est pas tant le problème de la quantité d'explosifs qui est à l'intérieur que la résistance qui est autour qui va générer la violence de l'explosion. Voilà. Donc on va de prise de conscience en prise de conscience, de souffrance en souffrance. Et le gros problème étant que euh, quand on a une prise de conscience, donc une élévation de notre conscience, euh, quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous, euh, le premier qui va venir tirer les lauriers de l'expérience, c'est l'ego. Et donc qui va revenir en remettre une couche. C'est ça qui est rigolo. Donc comme ça, on va de progression en progression. Ce qui est très très bien décrit en Orient, et notamment par les taoïstes, c'est cette notion d'enseignement spiralaire de la vie. Euh, Chez nous en Occident, on a une vision d'une progression qui est linéaire, progressive et toujours vers le haut, alors qu'en Orient, on a vraiment conscience qu'on va d'élévation en redescente et à nouveau d'élévation, etc., avec euh, des phases où on se sent très très bien, on a pris conscience, on s'est éveillé, on est tout sourire, etc. Et puis, ben, vu que ça vient renourrir notre ego, on va refaire à nouveau des conneries. Et puis, on va recréer des nœuds et on va redescendre. Et ce qui va permettre d'aller chercher à l'intérieur de soi d'autres nœuds qu'on a à l'intérieur, etc. Jusqu'à ce voilà, qu'on souffre à nouveau, qu'on lâche prise, qu'à nouveau on s'élève, etc. Et ça crée, en fait, on retombe sur cette notion de spirale, d'évolution, donc, qui dans un sens est une élévation, et puis si on regarde de haut, cette notion spiralaire de la vie avec les choses qui reviennent, en fait, comme les saisons font suite aux saisons, le jour fait suite à la nuit, etc. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Je réponds à toutes les questions, surtout celles que je pose pas, je pense. C'est surtout que ça m'inspire beaucoup et ça m'inspire des prochaines questions parce que euh, ça m'inspire quelque chose qui est toujours complexe d'une certaine manière à définir et surtout à des gens qui n'ont
pas cette vision qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus vaste en dehors de soi, qu'on fait partie en fait de quelque chose plutôt qu'on soit nous, notre univers et qu'il y a le reste autour. C'est la notion qui est la notion de libre arbitre, la notion de choix, la notion de je suis acteur, je décide, c'est moi qui crée ma destinée d'une certaine manière, et la notion plutôt que, en fait, non, c'est la vie qui va m'offrir, qui va faire avancer, qui va voilà. Donc le fait d'avoir le choix, le fait de ne pas avoir le choix, le conditionnement, on peut appeler ça aussi le déterminisme dans certaines cultures ou dans le domaine de sciences. Euh, et ça, c'est fascinant, c'est très important à comprendre. C'est cette relation justement ego et conscience universelle ou conscience unifiée. Et c'est toujours le même jeu, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir euh, ton, les mots qui vont venir pour toi maintenant par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre et qui est essentiel en fait. Ce rapport sain, on va dire, pour moi, c'est ce rapport sain entre il y a quelque chose de plus grand auquel que j'accueille, qui me guide, qui m'a toujours guidé en fait, qui m'anime, c'est la vie depuis toujours. Et en même temps, ça m'envoie des informations que je vais ensuite mettre en application dans ce monde, ce corps, etc. etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, tu as dit quelque chose qui était important, c'est certaines personnes n'ont pas conscience de l'invisible. Euh, je pense que de toute façon, avant qu'on ait conscience de ça, euh, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à faire extérieurement, mais c'est un peu ça. On peut planter des graines, mais on ne peut pas forcer la foi. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel. Potentiellement, j'irais même quelqu'un qui a un fort ego, a un fort potentiel spirituel. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de nœuds à l'intérieur et donc une potentialité de transformation importante. Le but n'étant pas d'atteindre le top niveau, enfin, je veux dire des Bouddhas ou des Jésus-Christ, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc le top niveau du top niveau n'est pas forcément ce qu'il faut atteindre, mais c'est ce vers quoi on doit tendre, en tout cas. Donc, peu importe le rythme, peu importe la distance qu'on va parcourir, ce qui est important, c'est d'être en mouvement. Et ça nous envoie sur une notion qui est très importante chez les taoïstes, c'est la notion de responsabilité. On, on est taoïste, on devient taoïste en devenant responsable. On devient taoïste en devenant indépendant. On est taoïste quand on se transforme. Euh, on peut parler aussi un petit peu de la notion de choix. C'est quelque chose qui est très différent entre l'Orient et l'Occident. En Occident, on dit choisir, c'est renoncer. Mais en fait, on renonce toute notre vie. En fait, quand on a cette vision-là, c'est qu'on est encore dans une vision matérielle de la vie. Euh, on fait des choix en permanence, à chaque instant de notre vie. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, en fait. Il n'y a pas de bon et de mauvais Tao. On vit notre Tao. On vit notre chemin. Et en fait, on ne ferme que des potentialités. Quand on a un choix à faire, il faut le faire et vite. C'est pour ça que mon professeur, François, il nous dit, on jette la pièce, quoi. Pile, je fais ça, face, je fais ça, et je fais confiance. Et de toute façon, je suis sur mon chemin. Je suis sur le bon chemin, puisque c'est le mien. Ouais, ok. Et c'est cette confiance-là, en fait, je trouve qu'on peut découvrir grâce notamment aux enseignements du Tao, je pense, et à d'autres enseignements aussi, mais c'est vraiment cette confiance absolue, en fait, qui permet vraiment de prendre des décisions aussi plus rapidement
ou alors meilleures, ou alors qui sont pas bonnes, mais de toute façon, c'est parce que c'est ça qui va me permettre de transformer, c'est ça qui va me permettre de prendre conscience, etc., etc. Et donc de voir en fait tout ce qui va nous paraître au début dévastateur pour l'ego, en fait, comme une opportunité. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ce qui est dévastateur pour l'ego, c'est bon signe en général. Ouais, c'est pour ça. C'est qu'on est en train de transformer quelque chose. On est en Mm. train de prendre conscience de quelque chose. Et Et donc, on va être obligé de le transformer. On peut peut-être pas parler, c'est peut-être maintenant qu'on peut essayer de parler de la notion de Wu Wei. j'allais En- te demander, voilà, parfait. de- Parce qu'on on touche ça, en fait. Le Wu Wei, c'est la non-action. C'est un des grands principes taoïstes. Mais il faudrait pas traduire ça comme l'immobilisme. Le Wu Wei, c'est pas la non-action, en fait, c'est la non-réaction. C'est l'action juste. Et plutôt que dire c'est le bon choix ou le mauvais choix, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste à cet instant et en ce lieu précis? Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et là, tu vas te dire, ça y est, on y est. Euh, L'action juste, elle nécessite plusieurs choses. On va dire l'alignement, euh, c'est-à-dire le fait de placer son esprit, donc sa conscience, au centre de son corps grâce à l'énergie. Donc on se retrouve comme une cible, c'est-à-dire le corps, ensuite l'énergie qui tient la conscience au centre du corps. Et là, on est dans un alignement qui permet de faire ce qui est juste. Voilà. Et juste, euh, c'est quelque chose qui est hors des lois morales. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuitif. C'est juste au sens du divin, de cette conscience universelle qui est au centre de nous, dépourvu de mental, dépourvu d'ego. Dépourvu de conditionnement moral, par exemple, qui dirait en fait ça, c'est pas moral, tu peux pas faire ça dans notre société. Et en fait, il se trouve que ça a été peut-être une très bonne décision qui a, quelques temps après, fait que tu n'imaginais pas, mais ça a débloqué des choses pour toi, harmonisé là, etc., etc. Alors qu'au début, ça pouvait te paraître peut-être immoral, par C'est exemple. ça, c'est ça. Ouais. Et la notion de Wu Wei, c'est exactement bah, cette notion-là de flow, d'effort sans effort, finalement, auquel on arrive à un moment donné où on est pleinement en accord, aligné avec, dans l'instant, avec ce qu'on est, avec ce qu'on est en train de faire. Et que là, on prend des décisions justement qu'on n'aurait pas imaginées ou qui nous paraissent immorales, mais qui au final sont les plus justes C'est ça. qui Ça soient. coule, Ça coule, voilà. c'est fluide, c'est fluide. Et Ça coule à travers nous, en fait. Je dirais presque, ça se fait malgré nous. hmm, Et c'est fascinant de voir et de sentir ça et de le voir chez les gens et de se dire que c'est là où on se sent le mieux, en fait. Parmi les moments, en tout cas, à différents niveaux d'intensité, etc., où on se sent le mieux et que c'est des moments où, en fait, on s'abandonne, on abandonne toute sa personnalité, justement. On meurt à soi-même. Peut-être qu'on peut parler, peut-être, je ne sais pas s'ils en parlent de cette mort-là, de la personnalité, etc. On en a déjà parlé là, mais avec ce mot-là en particulier. Donc cette notion de Wu Wei qui est très très proche du flow, de l'effort sans effort, ou cette capacité à être concentré sans effort, totalement présent à ce qu'on est en train de faire, et du coup suivre euh, le courant sans La s'interposer. vague, tu peux le dire, La vague. surfeur. Tu peux le dire, suivre la vague, bien sûr. Et ouais, Bien sûr, suivre exactement. la Ouais. Suivre la vague et l'énergie de la vague, se placer au bon endroit en fait avec elle pour ne faire plus qu'un avec la vague, et reconnaître en fait le potentiel de réaliser ça à chaque instant finalement, ou en tout cas d'alterner entre
cet état d'unité, cet état de dualité de la manière la plus juste possible au quotidien, sans aller jusqu'à être comme un grand méditant qui est tellement de soi, hors de lui-même et dans l'unité qui doit protéger son corps ou faire protéger son corps, mais justement dans le quotidien qu'on a, dans le conditionnement qu'on a aussi. Et en fait, c'est ça, faire l'expérience. Il n'y a pas de, comme tu disais, chacun a son chemin en fait, et chaque chemin est aussi bien que l'autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise incarnation finalement. Mais justement, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est comment justement on arrive à l'intérieur de ça, à honorer le chemin et l'expérience unique de moi à travers soi. Voilà, c'est pas du tout une question mais c'est en tout cas cette notion de wu-wei ou de ne pas forcer en tout cas. Moi, j'ai bien aimé, j'ai lu une fois, j'ai vu aussi c'est ne pas forcer les choses, essayer de justement de trouver cette spontanéité. On parle souvent de spontanéité aussi ou d'action juste à chaque instant selon ce qu'on ressent et peut-être ça peut permettre de faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, que je voulais vraiment revenir là-dessus, c'est placer son esprit au centre de son corps grâce à l'énergie. Pour peut-être parler avec plus de détails et peut-être pour moi arriver à mettre d'autres mots aussi sur le mot esprit, le mot corps, globalement, on sait tous à peu près ce que c'est, plus ou moins de la même manière, mais le mot énergie surtout. Le mot esprit et énergie à l'intérieur de ça. Et peut-être pour permettre aux gens de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Ouais. Euh, penser que on puisse être dans un état de flow permanent me semble être un petit peu, comment on va dire, on vise peut-être un petit peu trop haut. Ça, Euh, c'est sûr. ça, c'est sûr, hein. On touche ça par moment. Comme la foi n'est pas permanente. On se rend compte euh, qu'on a beaucoup de doutes, qu'à un moment donné, on est touché par quelque chose. euh, et d'ailleurs, que souvent, ça nous fait peur. euh, Parce qu'on touche l'infini. Quand on touche l'amour véritable, quand on touche le ciel, c'est tellement vaste que appréhender ça avec notre petitesse, c'est difficile à gérer. Donc en fait, on fait des allers-retours en permanence et on y va progressivement. Euh, c'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de progressivité. Un enseignement taoïste traditionnel, ça dure 25 à 50 ans. Quand je propose aux gens ma formation qui s'étale sur 4 ans, la formation de base, je dis, ah, 4 ans, c'est long, etc. Mais en fait, 4 ans, c'est très, très court. C'est rien, 4 ans dans une vie. Si on réfléchit bien, quelqu'un qui étudie le piano, par exemple, qui va se mettre au piano, il va peut-être savoir bien jouer du piano au bout de 5000 heures de travail. Il va être très bon au bout de 8000 heures, il va être excellent au bout de 10 000 heures, mais en fait, ça va nécessiter des décennies de pratique. Donc, il y a cette appréhension, voilà, pour dire par rapport à, à- à ces moments qui ne sont au final que fugaces parce que c'est tellement intense. C'est tellement intense. Euh, et il y a aussi des risques. Si on s'expose à la lumière du soleil à midi et qu'on le regarde pendant 1 heure, on se crame les yeux. On peut regarder le soleil le matin au lever du jour et pour venir nourrir des choses à l'intérieur de nous. Et c'est un petit peu
c'est cette chose-là qu'il faut signaler et, et ça permet aussi de déculpabiliser beaucoup. Se dire, ben ouais, des fois, je sens les choses, parfois je me sens super bien et parfois je me sens pas bien, mais parce qu'en fait, ça fait partie du processus. Si on était toujours que bien, si on avait toujours la foi, en fait, il n'y aurait pas de progression. C'est parce qu'on va faire des allers-retours, qu'on va alterner les choses. On retombe sur ces deux pierres qui se frottent, en fait, d'où jaillissent l'étincelle. C'est parce qu'on va créer des variations dans nos vies, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, que la conscience va pouvoir émerger. Et, et finalement, toucher ces moments aussi de flow ou d'alignement ou de wu-wei et l'équité sont aussi au service de la croissance de notre conscience. Le but, c'est celui-là. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça permet quand même beaucoup de déculpabiliser par rapport au fait que, eh ben ouais, on ne soit pas au taquet tout le temps. Ben ouais, on ne peut pas dire je suis heureux tout le temps. Parce que c'est pas vrai. Parce qu'on est des êtres humains et qu'on est encore incarné, on n'est pas encore Dieu. Dieu est en nous, mais on n'est pas Dieu. Et souvent, le problème, c'est qu'on se prend pour Dieu. C'est toute la problématique. On- Tout le truc, c'est de passer du moi au soi. Et on va toucher un petit peu le soi pour euh, petit à petit venir polir en fait le moi. Cet ego, on ne va pouvoir l'appréhender que de façon en fait très très douce, très progressive. Sinon, ça marche pas. Les Chinois, ils comparent l'ego à trois animaux. Le singe facétieux, euh, le cheval sauvage et le tigre affamé. Euh, Ça veut dire que en fait, ce sont des angles différents de la même chose, mais on ne peut pas les appréhender en disant, bah, toi, tu disparais. C'est pas possible. Le singe, c'est ce mental qui s'agite dans tous les sens, qui part dans tous les sens, qui ne s'arrête jamais. Le cheval sauvage, c'est cet animal qui a peur, donc qui va très très vite, qui galope, qui s'enfuit. Le tigre qui peut être très, très violent, euh, très cruel. Et en fait, on ne peut les appréhender qu'avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire qu'on ne peut s'appréhender soi-même qu'avec beaucoup de subtilité, beaucoup de douceur et surtout beaucoup de progressivité. Et être OK avec le fait que, eh ben, ouais, nous sommes des êtres humains imparfaits et on va progressivement prendre conscience de cette imperfection, de nos imperfections intérieures, pour pouvoir venir y mettre de la lumière, venir réussir à aimer ces différentes parties de nous-mêmes. Euh, En fait, on descend à la cave et puis on va venir, avec notre petite chandelle, mettre de la lumière dans l'obscurité. Et c'est comme ça qu'on va aller de mieux en mieux, je dirais, de moins en moins pire, progressivement. Le risque étant, j'essaie d'aller vers des choses que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, euh, d'aller progressivement et de ne pas oublier il y a quand même des risques aussi dans ce travail qu'on fait sur nous-mêmes. Euh, il y a des risques de folie, il y a des risques de dépression, il y a des risques d'être pas bien. Il faut aussi être OK avec ça et en avoir conscience. Euh, il y a certaines techniques qu'on ne va donner qu'à certaines personnes. Pas parce que c'est élitiste, mais parce que, en fait, ça nécessite certains prérequis, par exemple. C'est un enseignement qu'on qualifie d'ésotérique. Une des définitions de l'ésotérisme étant qui se transmet de maître à élève, sous-entendu qu'on va pouvoir donner des outils à la personne parce que potentiellement, elle va pas en faire n'importe quoi.
Elle va pas l'utiliser, on va dire, à ses dépens et pire aux dépens des autres. Et on tombe sur une autre notion dont on pourrait aussi parler. Euh, on s'éloigne peut-être un petit peu du flow, mais ça me paraît important euh, par rapport au taoïsme, c'est les vertus. Le livre de référence dont je parlais tout à l'heure, le Tao Te Ching, c'est le livre de la voie et de la vertu. Et en fait, ce qui est très important pour les taoïstes, c'est le développement de ces vertus, c'est-à-dire des qualités intérieures euh, sur lesquelles on va pouvoir venir en fait planter des graines pour la progression. Et on s'éloigne pas du tout, on est au cœur de la science du flow ou la philosophie du flow, l'application du flow, peu importe ce qu'on veut dire, ou l'état de flow. On est vraiment au cœur de ça parce que c'est les vertus, ces graines-là et ce jardin, on va dire, intérieur qui est présent en nous, qui va pouvoir nous permettre d'incarner quelque chose de nous, soit de nouveau, soit de plus juste, soit de plus résilient, soit de plus bienveillant envers soi, dans des moments de plus en plus difficiles, entre guillemets, où on n'aurait même pas imaginé, où on était en totale réaction auparavant. Moi, je vois ça, et la foi, ma foi, on va dire, c'est vraiment ça. Je sais que dans les moments difficiles, il y a quelque chose de plus en plus puissant, on va dire, de plus en plus lumineux en moi, qui est toujours là et qui grandit à chaque expérience de ce type-là et qui se renforce à chaque expérience de ce type-là. Et donc, du coup, les vertus, c'est évidemment le cœur en fait de tout ça. Et tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être des vertus principales ou de la façon dont les vertus sont cultivées principalement, voilà, ou peu importe ce que tu veux continuer par rapport à ça en tout cas. Euh, Juste sur la lumière, est-ce qu'elle grandit réellement à l'intérieur de nous ou est-ce que plutôt on peut se permettre de la voir plus grande? C'est comme si c'est pas parce qu'on prend conscience que le divin est à l'intérieur de nous qu'il n'y était pas avant. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est que le divin, il est toujours là. Cette étincelle intérieure, elle a toujours été là. Ce qu'on fait varier, en fait, c'est la route qui est dessus. Euh, on ne fait que diminuer, en fait, l'épaisseur de la gange qui la recouvre. Et, enfin, voilà. ok. Tu vois le. Je vois complètement, et tout est là de toute façon, et on fait que diminuer euh, l'épaisseur de l'ego qui couvrait ça, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et on a des parties d'ego qui s'évaporent ou qui diminuent et qui laissent passer justement cette lumière, cet enfant intérieur, ou alors ce divin, ou cette compassion, ou tout simplement la capacité à dire non, ça c'est plus comme ça que j'ai envie de vivre, c'est plus ça que j'ai envie d'être dans cette situation-là, et je me pardonne pour l'avoir été autant d'années, et je m'ouvre à quelque chose d'autre. C'est ça. La foi, c'est vraiment un abandon dans quelque chose qui nous dépasse complètement. Euh, Et ouais, et quelque chose qui est de l'ordre des vertus dont tu parles dans toutes les religions, les philosophies, spiritualités, il y a cette notion de vertu, de valeur. Si vous voulez parler en termes psychologiques, c'est la même chose que les valeurs dans les différents courants de la psychologie notamment, les valeurs humaines en fait. Et on en revient là, on en revient à l'humanité en nous à travers ces valeurs et donc les émotions, les sentiments euh, qui nous permettent d'évoluer justement, de voir et d'honorer l'ombre, les difficultés comme nos moteurs, et puis de,
voilà, de partager, de participer au monde de la manière, on va dire, la plus juste qui nous semble à ce moment-là et d'évoluer comme ça. Est-ce que tu veux, peut-être pour terminer ensemble aujourd'hui, voilà, les quelques minutes tranquillement qui nous restent, mais soit parler de justement quelque chose qui te tenait à cœur de parler aujourd'hui pour transmettre aux gens, comme le fait de faire une progression pas à pas, une progression progressive, j'allais dire, voilà, pour insister. Et ce que j'ai adoré, ce que vraiment moi je partage et je trouve ça fascinant, mais c'est la vie nous apporte ce dont on a besoin pour évoluer et pour progresser, et c'est déjà suffisant, c'est déjà énorme. Et il n'y a pas forcément besoin de toujours chercher, de toujours faire des choses intenses, des pratiques, parce qu'on voit beaucoup justement et moi le premier, d'exploration de nouvelles théories, nouvelles pratiques, etc. Pour se rendre compte finalement euh, que souvent, c'est des pratiques qui nous écartent de ce que la vie nous propose aussi. Et parfois, c'est la vie qui nous les propose, mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est important. Merci d'avoir partagé ça parce que dans la simplicité d'être et dans la simplicité de voir ce que la vie nous apporte, c'est là qu'on peut évoluer de la manière la plus juste finalement, parce que c'est ce qui nous a été mis devant les yeux ou dans le cœur ou dans le corps. Voilà. Ouais, est-ce que tu veux partager? Il y a encore des points qui sont importants pour toi à partager aujourd'hui par rapport à ça? Mais c'est ce que je te disais, on avait préparé cet échange. Euh, la question, c'est de combien de temps tu me donnes? Pour Combien de temps repartager, ouais. pour partager, en fait, les choses? C'est tellement vaste et c'est tellement individualisé à là où chacun en est sur son chemin. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'il faut cultiver, comme la curiosité, comme la bienveillance, d'abord vis-à-vis de soi-même, ça me semble important. Euh, Cultiver la douceur vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Cultiver certaines vertus comme le courage, une forme de discipline euh, pour pouvoir transformer les choses. Cultiver la foi, cultiver l'amour. On pourrait parler de tout ça pendant des heures et on pourrait aussi ne rien dire et juste être. Voilà. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide et peut-être j'aime bien cette anecdote ou cette histoire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le fait que la voix et l'enseignement peut durer des années dans le Tao notamment. Euh, mais en même temps que donc dans cette histoire, je crois que c'était justement un moine taoïste ou un moine zen qui parlait et un disciple qui lui demandait combien de temps il faut pour être éveillé, en gros, pour se libérer. Et le moine lui disait, ben, ça peut te prendre 3 secondes, ça peut te prendre 30 ans. C'est ça. Et ça, je trouve ça très important de dire que voilà, c'est une voie progressive de la vie, en fait, de toute la vie, et qu'en même temps, on peut avoir la prise de conscience et finalement la conscience à chaque instant, en une seconde, d'être totalement éveillé et libéré ou de dire, OK, non, attends, l'ego et toutes les peurs, etc. Non, je suis autre chose plus vaste et de sortir un peu de cette notion habituelle du temps et du corps et du mental, etc. Mais c'est intéressant. Déjà, quand on fait une courbe d'évolution de la croissance de l'esprit sur une échelle de 0 à 10,
l'éveil, je crois, n'arrive au niveau numéro 5. C'est-à-dire qu'il y a des choses après l'éveil. Euh, un autre truc important, Bouddha, quand il atteint l'éveil, quand quelque part il revient au monde réel, manifesté, la première chose dont il prend conscience, c'est que son ego est toujours là. Donc le chemin est encore à parcourir. Hmm. Euh, L'éveil n'est pas la finalité. L'éveil n'est qu'une étape sur le chemin. Et d'ailleurs, Bouddha, pour atteindre l'éveil, c'est 40 ans de travail, hein. Et puis, c'est intéressant de lire un petit peu la vie du Bouddha. Il s'est quand même euh, infligé des choses, des disciplines et des expériences et qui nous paraissent aujourd'hui extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Donc, et c'est 40 ans de travail. Et il atteint l'éveil qui n'est pas le stade ultime, puisqu'en plus, il a encore cette problématique de l'ego. Et ne pas oublier que le Tao, c'est le chemin, et que le chemin, tant qu'on est dessus, il faut continuer à marcher, en fait, jusqu'à ce qu'on quitte cette enveloppe corporelle, ce véhicule, pour passer une autre étape de, de notre existence. Donc, ce qui est important, c'est de se relever à chaque fois et de continuer à avancer. Ouais, merci. Je t'en prie. Euh, Merci Romaric. Euh, on a vraiment couvert beaucoup de choses et en même temps très peu. C'est allé extrêmement vite cette discussion aujourd'hui. Euh, et, euh, et on verra et j'espère qu'on pourra peut-être en refaire une pour aller compléter et partager encore. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. J'espère que vous serez animé et que vous pouvez de toute façon retrouver Romaric donc dans ces formations qu'il propose sur le Tao. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ou c'est pas le... On peut, hein. Moi, je propose une formation sur 4 ans, un week-end par mois. C'est une formation initiale. Voilà, j'ai actuellement deux promos en cours. Je suis en train de finir la troisième année avec mon premier groupe et puis je commence la deuxième année avec mon deuxième groupe. Voilà, c'est ouvert à tous, à toutes. Il n'y a pas d'engagement, juste une envie de découvrir. Voilà, si certaines personnes veulent nous accompagner sur le chemin, c'est avec un grand plaisir. La porte est toujours ouverte. Euh, Après, moi, j'ai beaucoup aimé échanger avec toi. Donc, si il y a des choses peut-être plus spécifiques, on pourra peut-être essayer de voir pour fixer sur certaines notions qui sont vraiment intéressantes, hein. Là, on est parti dans tous les sens, ce qui est toujours le cas, hein. De toute façon, en cours, c'est pareil. Il y a un fil directeur, un enseignement, et après, il y a beaucoup de questions qui partent dans tous les sens. Alors, des fois, on essaie de recadrer, on dirait c'est pas le moment, on verra ça plus tard, et puis on essaie toujours de répondre au maximum, mais surtout c'est une interaction, hein. On est tous au même niveau, on est tous sur le chemin. Euh, ah oui, ça serait peut-être une notion importante à donner aujourd'hui. Euh, L'enseignement se fait au travers de moi, finalement, Euh, comme j'ai reçu un enseignement au travers de mes professeurs et de mes maîtres. Euh, il faut réussir à faire la part des choses entre le message et le messager. C'est intéressant. Je reste un messager sur le chemin, voilà, avec mes, encore mes choses à régler, et à comprendre et à percevoir à l'intérieur de moi et à transformer. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie de faire au mieux chaque jour. C'est l'essentiel. Voilà. C'est ce on apprécie, ce que j'apprécie en tout cas dans cette première discussion ensemble. Et c'est ce qui résume bien cette voie justement du Tao. C'est chaque jour le chemin et on fait de son mieux, on essaye, on y va et puis on apprend et on expérimente
et on va créer plus de conscience dans plus de domaines, dans plus de parties de nous-mêmes pour pouvoir justement vivre un peu plus aligné chaque jour. C'est parfait, merci Lilian. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Ciao.